Good morning. Le juge président, bonjour. Bonjour, maître Knops. Alors, nous sommes ici à cette conférence de mise en état qui a été demandée par le bureau du procureur. Je pense que vous avez tous reçu l'ordre du jour, qui consiste en fait en l'examen des questions soulevées par les parties. Et je souhaiterais commencer immédiatement par le point numéro 1, question relative à la gestion des éléments de preuve tels qu'énoncés par le bureau du procureur. Alors je propose au bureau du procureur de prendre la parole pour nous expliquer ce qu'il entend par ceci. Puis je donnerai la parole à toutes les autres parties, à la représentation légale des victimes, aux deux équipes de la défense et nous avons les représentants de CMS et de l'unité des victimes et des témoins qui sont présents ici. Donc je pense que plus tard, nous passerons à huis clos partiel pour les entendre. Nous allons prendre bonne note de toutes les questions qui seront soulevées lors des débats et rendrons une décision en temps voulu. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur MacDonald. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, alors premièrement, j'aimerais vous remercier de nous donner la possibilité de soulever ces questions parce que après la déposition de 4 témoins, je pense qu'il est opportun de faire le point de la situation des pratiques et de voir comment les parties peuvent prêter main forte à la Chambre et vice-versa pour gérer certaines de ces questions. Alors, je me propose de vous parler du point numéro 1, à savoir communication des éléments de preuve et questions posées aux témoins, mais il s'agit de l'utilisation des documents par la partie qui ne convoque pas le témoin. Donc, il s'agit donc de l'accusation si c'est un témoin de la défense et vice-versa. Donc, dans un premier temps, je souhaiterais aborder cette question, puis nous pourrons avoir une discussion à ce sujet et passer aux autres points. Car si je ne m'abuse, il y a 4 éléments que je souhaiterais soulever au titre de ce point. Le président, je pense qu'il faudrait aborder les thèmes les uns après les autres pour que ce soit bien clair au compte-rendu d'audience et pour que nous puissions bien suivre le fil des débats afin de rendre notre décision, pour que tout cela soit quand même un temps soit peu structuré. Monsieur MacDonald, parfait. Alors, premièrement, il s'agit de l'utilisation des documents par la partie qui ne convoque pas le témoin. À l'heure actuelle, nous avons le paragraphe 44 de la directive qui indique que 24 heures avant le début de la déposition, ou le début du contre-interrogatoire, en quelque sorte, donc il y a ce délai de 24 heures qui est mentionné. Alors, ce délai de 24 heures, il est parfois très difficile de le gérer en quelque sorte, parce que comme nous l'avons vu avec le dernier témoin, la déposition a commencé un lundi. Nous avons obtenu la liste des documents de la part de la défense de M. Gbagbo le dimanche soir à 18 heures et le contre-interrogatoire a commencé dès le deuxième volet d'audience lundi, c'est-à-dire vers 11h30 environ. Donc, alors, ce n'est peut-être pas un problème pour les témoins qui témoignent sur les crimes pour le moment, mais lorsque nous aurons des témoins initiés, des témoins de l'intérieur, pour lesquels la défense souhaitera peut-être utiliser beaucoup de documents, nous souhaiterions en ce sens présenter une proposition qui sera valable pour tout le monde. Lorsqu'il s'agira d'utiliser des documents pour poser des questions, et là je parle des questions qui sont posées par la partie qui n'a pas convoqué le témoin, et ce serait le moment où la personne prête serment. Donc, pour les témoins qui parlent des faits incriminés, cela signifierait que l'accusation pourra avoir 1h30 à 2 heures pour étudier les documents.
c'est moins important pour nous, mais ce qui est beaucoup plus important, ce sont les témoins de l'intérieur. Donc, si au moment où la déclaration solennelle est prononcée, parce que c'est là que le procureur commence son interrogatoire principal, nous recevons les documents, il est très vraisemblable que la déposition du témoin prendra un certain temps et ensuite l'accusation pourra se préparer. Par exemple, c'est une pratique qui a été retenue par le passé au TPY. Je ne suis pas en train de vous dire qu'au TPY, ils ont les meilleures pratiques, mais cela fait quand même une vingtaine d'années qu'ils sont opérationnels, donc ils ont quand même une certaine expérience pour ce qui est de la gestion de tout cela. Je pense que vous me comprenez, Monsieur le Président. Donc le fait est que ici nous avons quand même une certaine expérience, un certain vécu acquis au cours des autres procès. Donc je pense qu'il faut trouver une solution de compromis qui sera équitable pour tout le monde. Donc au moment où le témoin prononce sa déclaration solennelle, c'est à ce moment-là que tout devra être communiqué par la partie qui n'a pas convoqué le témoin, donc en l'espèce l'accusation en ce moment. Et là, ce sera un moment qui sera fixe et ce sera clair pour tout le monde. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut peut-être anticiper. Alors, peu importe le délai après la déclaration solennelle, 24 heures, 48 heures, peu importe. Mais si à un moment donné, nous devons recevoir quelques 300 documents, y compris des vidéos, pour des témoins de l'intérieur, des témoins privilégiés, il y a deux conséquences. Dans un premier temps, la préparation, certes. Donc, il se peut que l'accusation a beaucoup plus de fonctionnaires et de personnes qui travaillent pour eux que la défense, parce que nous devons, c'est à nous qu'il incombe de prouver ce que nous avançons au-delà de tout doute raisonnable. Mais le fait est que nous avons de nombreuses tâches à accomplir pour respecter ce seuil. Et il se peut que nous souhaitions parfois revoir et consulter quelque chose avant le début du contre-interrogatoire, afin de pouvoir réagir. Ce qui m'amène à vous présenter mon deuxième argument, à savoir chaque fois qu'un document est soulevé, lorsqu'il s'agit d'une dizaine de documents, cela ne pose pas de problème, on les trouve facilement. Mais si vous avez 100, 150, 200 documents que nous nous attendons à recevoir à un moment donné, l'accusation doit pouvoir avoir le temps de réagir dans le prétoire avant que les documents ne soient même présentés, ce qui m'amène donc, enfin, ce qui est mon deuxième élément. Donc pour le moment, il s'agit de savoir comment gérer au mieux les listes, les délais pour que les délais soient équitables pour tout le monde. Notre recommandation, c'est que cela se passe au moment de la déclaration solennelle. Le président, je vous remercie, monsieur le procureur. Je donne la parole à la représentante légale des victimes, madame Massida. Vous avez la parole. Madame Massida, merci, monsieur le président. Nous partageons le même point de vue. Bien sûr que nous n'avons pas la même charge que le bureau du procureur, mais nous avons moins de ressources également. Et nous participons à plus d'un procès. Donc ce serait très utile pour nous également que d'avoir ces documents en temps voulu et à temps pour pouvoir nous donner la possibilité de nous préparer. Et puisque j'ai la parole, monsieur le président, puis-je aborder une question qui est associée à ce qui vient d'être dit? Et je dois dire que j'y ai réfléchi la nuit dernière, en fait. Il s'agit de la liste des documents que la représentante légale des victimes doit présenter si elle veut poser des questions à un témoin. Alors, j'aborde cette question parce que, conformément à la décision que vous avez rendue le 3 février, Monsieur le Président, je peux commencer à intervenir avant que le témoin ne prononce sa déclaration solennelle pour informer la Chambre et les parties de mon souhait ou non de poser des questions au témoin. Alors, dans ces circonstances, à ce moment-là, moi, je ne vais pas envoyer la liste des documents que je souhaiterais utiliser pour poser des questions. Je ne vais pas les envoyer aux parties. Mais le fait est que cela n'est pas pris en compte dans votre décision récente, Monsieur le Président. Alors voilà quelle est ma suggestion. Lorsque je demande la parole pour demander à avoir la possibilité de poser des questions aux témoins, nous avons déjà préparé une liste de documents que nous souhaitons utiliser. Et si on nous autorise à poser des questions, cette liste de documents sera envoyée immédiatement aux parties par notre commis chargé de gérer les dossiers. Le président, il ne faut pas trop réfléchir pendant la nuit. Mais je pense maintenant que je vais donner la parole à la défense de M. Gbagbo dans un premier temps.
Merci, Monsieur le Président. Sur la proposition de l'accusation, donc si j'ai bien compris, l'accusation voudrait que tous les documents que la défense compte utiliser lors du contre-interrogatoire soient présentés au plus tard au moment de la prestation de serment du témoin. C'est bien ça, j'ai bien compris. Ok. Bon. Alors ça nous pose évidemment un problème considérable, parce que la question c'est quid des droits de la défense. C'est notre horizon, les droits de la défense. Et c'est en vertu de cet horizon que nous répondons oui ou non aux questions qui nous sont posées. Si l'interrogatoire commence un certain jour et qu'il dure longtemps, comment allons-nous nous adapter à ce qui est dit lors de cet interrogatoire? D'autant que nous avons eu l'expérience, avec les 4 premiers témoins, d'interrogatoires et de réponses surtout à ces interrogatoires qui s'écartaient de ce qui était dit dans les déclarations. Donc, grande difficulté pour celui qui va contre-interroger de prévoir à l'avance, puisque les points abordés ou la manière dont ils sont abordés par le témoin sont tout à fait différents, parfois, en tout cas jusqu'ici, de la façon dont ils ont été abordés ou des réponses qui ont été données dans les déclarations. Pour contre-interroger, il faut s'adapter. Il faut écouter, et c'est seulement quand on a écouté l'interrogatoire qu'on peut contre-interroger. C'est donc seulement quand on a écouté l'interrogatoire qu'on peut savoir quelle pièce on va utiliser. Si votre chambre adoptait la proposition du procureur, elle empêcherait la défense de s'adapter. Pour nous, ce qui a été décidé nous paraît excellent. 24 heures, c'est-à-dire suffisamment longtemps à l'avance pour que la partie appelante puisse savoir ce que la partie non appelante va utiliser, ici pour l'instant la défense, et c'est suffisamment rapproché du contre-interrogatoire pour que nous puissions nous adapter à ce qui a été dit lors de l'interrogatoire. Donc 24 heures avant le début du contre-interrogatoire, ça nous paraît parfait parce qu'en cas de très long interrogatoire, nous pouvons adapter notre choix de pièces en fonction de ce qui est dit. Voilà, je crois que c'était ça la question, si vous permettez une seconde. Oui, une précision. Comme nous avons essayé de le faire, si votre chambre a remarqué, lorsque nous avons pu divulguer nos pièces à l'avance, suffisamment à l'avance, nous l'avons fait. Je crois que c'était pour les 2 premiers témoins, nous les avons divulgués 48 heures avant, c'est-à-dire bien longtemps avant la fin des 24 heures, pour que l'accusation puisse s'adapter. Naturellement, quand c'est faisable, nous déposerons nos pièces sur une base continue. Dès les débuts, particulièrement lorsqu'il y aura beaucoup de pièces, dès les débuts, il y aura un certain nombre de pièces que nous saurons utiliser. Et donc ça, nous pourrons les divulguer le plus tôt possible. Mais les autres pièces, celles qui seront nécessitées par la manière dont se déroule le contre-interrogatoire, nous ne pourrons les utiliser, nous ne pourrons décider de les choisir et donc de les utiliser que 24 heures avant le début du contre-interrogatoire. Merci, maître. Now the floor is... Je donne maintenant la parole à la défense de Monsieur Blégoudet. Maître Knops, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à vous, Madame, Messieurs les juges. J'aurai 4 observations à présenter, des observations très brèves. Dans un premier temps, il est tout à fait clair que la proposition du procureur va augmenter la charge de la défense. Au vu des ressources limitées dont nous disposons, alors c'est un facteur que la Chambre devra pondérer lorsqu'elle rendra sa décision. Deuxièmement, ce n'est que lors de l'interrogatoire principal que, pour la défense, parfois, elle se rend compte si certains documents pourraient être utiles pour la défense. Ce qui signifie que ce n'est que pendant l'interrogatoire principal que la défense est à même de
sélectionner et trier ces documents et de les présenter à la Chambre ainsi qu'aux parties et aux participants. Si la règle venait à être modifiée, cela signifierait que la défense se voit accablée d'une charge supplémentaire pour fournir tous les documents qui pourraient avoir une pertinence ultérieurement pour la Chambre ainsi que les parties et participants. Donc c'est une charge supplémentaire et cela empêchera également l'équipe de la défense de faire un travail efficace. Par conséquent, je suggérerais de ne pas changer le protocole. Ce protocole a bien été établi par la Cour. Le procureur n'avait pas interjeté appel à la suite de ce protocole, qui a d'ailleurs été mis au point il y a plusieurs mois de cela. Je pense qu'il y a le principe de la certitude légale qui est un aspect important. Donc je pense que, bien entendu, je reconnais que ce protocole peut tout à fait être modifié au vu des meilleures pratiques. Et là, M. MacDonald, je lui concède, a tout à fait raison. Mais il ne faut pas oublier les inconvénients. Et comme l'a dit Maître Altit, à très juste titre, pour la défense, il est impossible, au début de l'interrogatoire principal d'un témoin, de communiquer les documents que la défense va utiliser lorsqu'elle posera ses questions. Nous sommes tout à fait disposés à accepter le fait que les documents de la défense seront communiqués aussi rapidement que faire se peut. Et la Chambre a d'ailleurs indiqué un créneau de 24 heures. Et nous faisons référence également aux deux premiers témoins qui ont été interrogés par la défense. Le témoin P547 et P57. Alors nous avions communiqué pour le 547, 5 jours avant de commencer à poser des questions de documents. Pour le témoin P442, cela avait été fait plus de 24 heures à l'avance. Nous avons donc communiqué les documents que nous avions l'intention d'utiliser lors du contre-interrogatoire. En d'autres termes, la défense est parfaitement consciente de la tâche qui incombe au procureur, mais continue à croire que, au vu du protocole en vigueur à l'heure actuellement, ce protocole nous permet de nous adapter de façon potentielle aux lacunes. Alors, modifier maintenant le protocole à telle enseigne que la défense devrait communiquer ces documents au début de l'interrogatoire principal du témoin, au moment où le témoin prononce sa déclaration solennelle, c'est quelque chose qui imposerait à la défense une charge déraisonnable, trop lourde. Et deuxièmement, ce ne serait pas pratique parce que la défense ne serait pas en mesure de tout communiquer, parce qu'elle n'aurait pas la possibilité de choisir les documents au vu de l'interrogatoire principal, le président. Non, je ne pense pas qu'il faille répondre maintenant. Nous vous avons tous entendu. Monsieur MacDonald, oui, mais si vous ne modifiez rien, alors il faudra respecter strictement et rigoureusement le délai des 24 heures. Le président, quel est votre le deuxième élément que vous souhaitez soulever, Monsieur MacDonald? Monsieur MacDonald, c'est une question beaucoup plus importante et qui touche justement à ces questions de gestion des éléments de preuve. Alors, je vais vous en donner lecture. Précision pour ce qui est des documents et de leur utilisation lorsque l'on pose des questions aux témoins. Alors, essentiellement, de quoi s'agit-il? Alors, le manque de base factuelle pour que l'élément de preuve puisse être considéré comme ayant été présenté. Alors, étant donné que nous avons un peu de temps et qu'il n'y a pas de témoin pour le moment, il ne s'agit pas de revenir sur une décision qui a été rendue par la Chambre. Premièrement, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est de comprendre exactement et de faire en sorte que tout le monde comprend de la même façon la décision de la Chambre et de bien la cerner. Alors j'aimerais vous donner quelques exemples concrets afin, à titre d'illustration, de vous indiquer ce qu'il en est au sujet de documents ou de pièces qui ont été utilisées lors de contre-interrogatoires et qui ne devraient pas être considérées comme ayant été présentées et versées au dossier. L'accusation est d'avis que si l'on lit une cote ERN,
un document ERN dans le prétoire, cela ne signifie pas pour autant automatiquement que le document a bel et bien été présenté. Et pour les raisons suivantes, et je vais vous donner des exemples concrets à titre d'illustration. Mon premier exemple porte sur le premier témoin, le témoin 547. La défense de M. Bégoudet, lors de son contre-interrogatoire, a utilisé une carte où se trouvaient différents lieux. Nous avions utilisé une carte semblable, qui n'a pas été considérée comme ayant été présentée, versée au dossier, lorsque nous avions identifié les bureaux de la RTI, du PDC, etc. La défense a montré une carte avec des petits points où l'on indiquait potentiellement l'itinéraire du témoin. Le témoin nous a dit, écoutez, moi je ne suis pas en mesure de lire une carte. Alors cette carte, théoriquement, d'après la liste qui a été fournie par le greffier, est considérée comme ayant été présentée et retenue comme élément de preuve. Mais le témoin n'a jamais dit, oui, je reconnais ceci. Il n'y a pas eu d'autres discussions à ce sujet, des questions ont été posées certes, mais il n'y a pas en fait eu... Enfin, nous parlons de base qui est jetée. Eh bien, parlons de base factuelle. Il n'y a pas eu de reconnaissance de la part du témoin de ce qui avait été présenté. Donc, au vu de ces circonstances, ce que nous avançons, c'est que vous savez déjà que cette carte n'a aucune valeur, absolument aucune valeur. Donc, je pense qu'il faudrait, et une fois de plus, nous respectons la décision rendue, que nous comprenons d'ailleurs, mais il faut qu'il y ait une sorte de tri quand même qui sera effectué, qui devra être effectué. Ça, c'est un exemple. Et nous pensons que l'exemple est très clair. Le témoin a dit « Je n'en sais rien ». Pourquoi est-ce que cette carte fait partie du dossier maintenant? Alors, la défense ne peut pas présenter des éléments de preuve par le truchement du contre-interrogatoire qui les empêcheront de présenter une défense s'ils souhaitaient le faire. Parce que ça, c'est en fait une sous-idée à mon idée principale. Cela signifie également, Monsieur le Président, qu'il faut qu'il y ait un lien quand même avec la déposition, le témoignage entendu. Parce que sinon, nous pouvons présenter toute une liste d'éléments et de documents pour tous les témoins et nous pourrons dire ah ben moi j'ai mentionné la cote ERN et ben voilà le document est considéré comme retenu comme élément de preuve et ce n'est absolument pas l'objectif recherché et je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'a fait la défense mais c'est ce qui se passe pour certains documents. Il y a une cote ERN mais le fond le contenu n'est pas reconnu par le témoin et n'est pas admis par l'accusation comme une admission de fait. Et puis, je vais vous donner un autre exemple concret, parce que la carte, c'est quasiment anecdotique en fait. Le témoin 190, pardon. Lors du contre-interrogatoire, la défense de M. Gbagbo a montré une vidéo. Et je fais référence au compte-rendu d'audience 22, version française, compte-rendu d'audience révisé qui semble être disponible à l'heure actuelle dans le système Transcend. Non pas dans Trim, mais dans Transcend. Alors, voilà un exemple, un autre exemple. La défense a ajouté à 18 h la veille une vidéo. Monsieur Desmergents s'est exprimé, il a dit nous n'avons pas cette vidéo. Peut-être que vous vous souviendrez. Ah oui, cela a été envoyé par courriel à 18 h. CIV D15 0001-0565. Et j'aimerais faire référence plus précisément à la page 11, ligne 2. Et je vais vous donner lecture de la question pour illustrer mon propos. Vous avez pu voir les images cette fois-ci, n'est-ce pas? The video was shown twice. La vidéo a été montrée 2 fois. La première fois, bon, ça n'a pas été passé sur l'écran du témoin, puis cela lui a été remontré. C'est un exode de personnes qui fuient à Bobo. Et le témoin a répondu tout à fait, tout à fait. Puis ensuite, la question. L'image du 25 février 2011 de l'exode d'Abobo. Est-ce que vous, personnellement, vous avez vu l'exode? Non, j'ai quitté Abobo pour me rendre chez ma mère. Alors cette question,
où, premièrement, nous aurions pu soulever une objection, premièrement, parce qu'il n'y a aucune base qui a été jetée avant de poser la question. Mais maintenant, la dite vidéo est considérée comme présentée, retenue. Mais cette vidéo, elle ne devrait même pas être dans le dossier. Voilà ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est que dans 3 ans, Monsieur le Président, il va falloir que nous repassions chaque élément de preuve pour déterminer sa pertinence et son poids, si tant est qu'il ait un poids. Alors que nous savons maintenant immédiatement que cette vidéo, elle a été saisie dans le système le matin du contre-interrogatoire. Nous ne savions pas la veille que cela allait être utilisé. Donc cela a été saisi dans le système le matin du contre-interrogatoire sans aucune métadonnée, rien, absolument rien. Au sujet des sources, de la provenance, de l'origine, de la date. Aucun renseignement. Premièrement. Deuxièmement, tout comme Maître Oshie a soulevé une objection lorsque j'ai montré la photographie d'une voiture avec le témoin près de la voiture. Il faut qu'il y ait une base qui soit jetée. Alors la première question qui aurait dû être posée aurait dû être: est-ce que vous êtes au courant d'un exode à Abobo aux environs du 25 février. Alors bien entendu, on ne doit pas poser de questions directrices, mais je pense que pendant le contre-interrogatoire, il y a une certaine marge de manœuvre, les coups des franches, qui fait que cette question aurait pu être posée. Donc nous n'avons pas besoin de la vidéo. Pourquoi utiliser la vidéo? La vidéo a été utilisée tout simplement pour qu'elle fasse partie du dossier. Et moi, excusez-moi, là, nous contestons cela parce qu'il n'y a pas de métadonnées. Oui, bien sûr que nous pouvons voir ce qui est dit sur la vidéo, mais c'est pas parce que c'est dit sur la vidéo que, d'un seul coup, nous allons accepter le contenu de cette vidéo. Donc voilà, ça, c'est un deuxième exemple concret de l'utilisation d'une vidéo. Premièrement, on n'a pas demandé aux témoins: est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo? C'est la première question qui aurait dû être posée. Donc, la question n'a pas été posée. Le président, oui, mais la question, elle doit être posée par la partie qui pose la question et l'autre partie peut s'opposer à cela. Monsieur McDonald, mais nous ne voulons pas nous opposer ou nous ne voulons pas soulever une objection après chaque question qui est posée, parce que si c'est ainsi qu'il faut procéder, nous le ferons. Mais cela va véritablement ralentir la procédure. Je pense qu'il serait très probable que vous soyez irrité, parce que moi je serais irrité si j'étais juge. Dans cette situation, puis à un moment donné, il faut que l'on soit bien d'accord, à moins qu'il n'y ait une base pour présenter un document, le document ne se verra accorder aucun poids. Donc, voilà un autre exemple. Si lors de l'interrogatoire principal, on nous demande de bien jeter la base des éléments de preuve que nous présentons aux témoins ou des documents que nous présentons aux témoins, la défense doit faire la même chose lors de son contre-interrogatoire, ce qui n'a pas été fait. Donc là, ce que nous contestons, c'est que ce document a bel et bien été présenté au sens retenu dans votre décision, Monsieur le Président. Sinon, ce que nous avançons, c'est que dans 3 ans, lorsque tout le monde, y compris les juristes qui aideront la Chambre, devront se pencher là-dessus et analyser comment cela a été présenté, le poids qu'il faudra lui accorder, etc. Et là, moi, ce que je dis, c'est que cela n'a pas été présenté en bonne et due forme. Il ne s'agit pas d'une question d'authentification. C'est pas une question qui a à voir avec le système du common law. Il s'agit tout simplement d'une question de bon sens, de logique, dans un procès où un grand nombre de documents et de pièces vont être présentés. Et puis, en dernier lieu, Monsieur le Président, je vais vous donner un autre exemple, la déclaration. Et là, il va falloir que nous comprenions tous la même chose au sujet des déclarations. Les parties peuvent utiliser les déclarations pour poser des questions aux témoins, la partie non appelante, etc., etc. Mais est-ce que cela automatiquement signifie que toute la déclaration, l'intégralité de la déclaration fait partie du dossier ou certains paragraphes? Mais dans la liste, il n'est pas question de paragraphe, il est question de déclaration seulement. Moi, je pense qu'il s'agit du paragraphe et je crois que c'est ce que visait la Chambre, mais il va falloir le préciser. Voilà. En français dans le texte, c'est tout. Le Président, vous avez terminé au sujet du premier point de cette liste ABCDE? Monsieur McDonald, oui. Le Président, je donne la parole à la représentante légale des victimes. Madame Masida,
Merci, Monsieur le Président. Nous comprenons fort bien ce que dit le bureau du procureur, mais il nous semble que ici, le point de départ devrait être votre décision du 3 février et dont je vais vous donner lecture. Il s'agit du procès-verbal du 3 février 2016, page 3, lignes 12 à 18 dans la version anglaise éditée. Il s'agit d'un document confidentiel, mais en fait, la décision a été lue en audience publique. La partie appelante doit expliquer succinctement la pertinence de l'élément de preuve par rapport aux charges. Je pense personnellement que la question que nous devons trancher, c'est la manière de trancher justement, comment évaluer la présentation d'un élément par rapport à cette décision de la Chambre qui demande aux parties que la partie appelante explique la pertinence de l'élément de preuve. Il me semble que c'est en rapport avec ce qu'a dit le procureur par rapport au fait qu'il doit y avoir une pertinence, voire un lien avec la déposition. Et nous sommes d'accord avec cette idée-là. Comment pouvons-nous le faire de manière pratique? Eh bien, il me semble que la manière la plus pratique, ce serait d'interjeter objection à chaque fois que le procureur ou l'une ou l'autre des parties ne souhaite pas que l'élément de preuve soit versé au dossier. Mais pour pouvoir le faire, il faut pouvoir recevoir une liste complète des éléments de preuve à l'avance, de manière à ce que, une fois que l'on commence l'interrogatoire, le procureur, l'autre partie ou le participant aura l'occasion d'interjeter une objection et puis aussi que la Chambre puisse en décider. Merci. Le Président. Maître Altit. Alors, il y a plusieurs points abordés par l'accusation ici. Le premier, et me semble-t-il le plus facile à aborder, c'est la question de ce qui est versé comme preuve. Nous comprenons que seules les portions d'un élément utilisées, les portions qui ont été utilisées par la partie sont considérées comme soumises, c'est-à-dire portées au dossier, et non tout l'élément. Ainsi, si la partie utilise un extrait d'une vidéo, c'est seulement cet extrait qui est soumis. Et de la même manière, seuls les paragraphes des déclarations antérieures des témoins cités en audience sont considérés comme soumis. Il nous semble que, de ce point de vue-là, les choses sont claires. Alors maintenant, pour revenir au point principal abordé par l'accusation. Il y a eu deux aspects. Premier aspect, notamment lorsqu'il a été question de l'exemple de la vidéo, c'est la question des 24 heures qui a été réabordée. Je ne vais pas m'étendre, mais je voudrais néanmoins préciser, parce que c'est important, que quand la défense peut, elle divulgue ces éléments bien avant. Ainsi, pour P547 et P442, comme d'ailleurs l'avait fait la défense de Charles Bégoudet, la défense de Laurent Gbagbo a divulgué ces éléments plusieurs jours en avance. Quand elle le peut, elle le fait. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un contre-interrogatoire? Contre-interrogatoire, ce n'est pas un exercice statique. C'est une adaptation à quelque chose qu'on entend, quelque chose d'évolutif. Nécessairement, pour que les droits de la défense soient respectés, il faut que la défense puisse réagir. Et elle réagit au fur et à mesure. Donc les pièces à choisir se décident au fur et à mesure de l'interrogatoire. C'est bien clair. D'où ce que je disais tout à l'heure sur les 24 heures qui nous semble un délai tout à fait utile, acceptable, efficace et qui peut préserver les droits de la défense, notamment le droit à réagir. La question ici, le procureur a soulevé le fait qu'on avait envoyé un élément, la veille à 18h, ce qui est tout à fait vrai, pour deux raisons en réalité. Il y avait une question d'adaptation à ce qui avait été dit juste avant, et puis il y avait aussi une question que
Il avait sauté, pour vous dire les choses, de la liste. Mon point ici, c'est simplement de dire que pour que les choses se passent bien, il me semble que votre Chambre doit accorder aux partis une certaine marge de manœuvre, sous votre contrôle bien entendu. Et si cet élément s'avère utile, il n'y a aucune raison de le rejeter. Rien n'empêche la partie appelante, ici l'accusation, de soulever ce point et de vous dire on l'a reçu à 18 heures. D'ailleurs, c'est ce que l'accusation avait commencé à faire, mais elle n'en a pas tiré de conclusion particulière. Et à ce moment-là, il peut y avoir une discussion et votre Chambre décide. Et je suppose que si votre Chambre considère que cet élément est utile pour éclairer les choses, pour vous donner des informations, eh bien, elle le retiendra. Parce que ce qui est important ici, c'est la vérité. Tout ce qui concourt à montrer la vérité. Donc il faut une marge de manœuvre. Cela dit, il faut des règles. Nous sommes bien d'accord. Ça, c'est un. Alors maintenant, plus précisément, sur ce que le procureur appelle l'absence de base factuelle. Absence de base factuelle à ce qui servirait à montrer un élément au témoin. Là encore, il faut donner aux parties une certaine marge de manœuvre sous le contrôle de la Chambre parce que cela peut être utile à la manifestation de la vérité. Nous sommes là pour que la vérité se manifeste. Par conséquent, la défense estime qu'aucune règle a priori ne saurait être posée et que la question doit se résoudre au cas par cas. Si l'on prend la question de la vidéo, et vous l'aviez d'ailleurs, je crois, tout à fait remarqué, Monsieur le Président, vous-même, il y avait un lien évident entre ce qui avait été discuté, entre le témoin et le contre-interrogateur, et les événements qui étaient racontés par le témoin. Tout ça pour dire qu'il est important, à mon avis, que votre Chambre conserve une marge d'appréciation. Il ne faut pas être réduit, restreint, contraint par des règles trop strictes, parce qu'à ce moment-là, la vérité disparaît. Il faut pouvoir la saisir quand elle pointe le bout de son nez, si je puis dire. Sinon, on n'arrivera à rien du tout. Ça n'empêche pas qu'il faut des règles, mais il faut que vous puissiez laisser aller les choses quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous intéresse, qu'il y a une forme de vérité qui se manifeste. Par conséquent, il convient, à notre sens, de donner une marge de flexibilité aux parties afin qu'elles puissent utiliser, quand besoin est, et sous votre contrôle, des éléments de preuve qui ont un lien évident et qui permettent de tester le récit du témoin, qui ont un lien évident avec le récit du témoin et qui permettent de tester, de vérifier le récit du témoin et de tester la crédibilité de ses propos. Encore une fois, c'est une condition pour que la vérité émerge. Mon point ici, c'est qu'il est important que votre Chambre contrôle ce qui se passe, de manière à laisser, quand besoin est, une marge de manœuvre aux parties qui interrogent ou contre-interrogent. C'est une affaire trop importante, et vous l'avez rappelé au tout début du procès, Monsieur le Président, c'est une affaire trop importante pour que l'on refuse de voir ce qui est devant nous au motif qu'il y aurait des contraintes formelles. Nous devons aller chercher la vérité. Voilà. Mr. Knops. Le Président, Maître Knops. Maître Knops. Monsieur le Président, je voudrais faire deux remarques brèves. Dans la décision de cette Chambre, en date du 29 janvier 2016, paragraphe 17, je lis « Ce principe général est sans préjuger de la possibilité d'examiner des objections qui auront été soulevées à chaque fois que cela est rendu nécessaire par le statut ou le règlement de procédure ou de preuve tels que des requêtes au titre de l'article 69.7. Je pense que la manière dont la Chambre a envisagé la possibilité de soulever des objections
en temps opportun correspond tout à fait à cela. Je voudrais réagir à ce qu'a dit M. MacDonald concernant le fondement de certains documents. À mon humble avis, Monsieur le Président, les documents que les partis et les participants vont devoir communiquer à la Chambre ou présenter aux témoins peuvent se diviser en deux catégories. Tout d'abord, les pièces qui permettent de tester la fiabilité du témoin, par exemple une carte. Monsieur MacDonald a parlé tout à l'heure d'une carte. Une carte, en tant que telle, n'est pas un élément de preuve. Ce n'est pas une preuve d'un événement ou d'un fait, mais la carte est présentée afin de tester la fiabilité du témoin. Il est assez difficile à l'avance de pouvoir informer les partis, les participants et la Chambre sans pour autant révéler sa stratégie. Voilà le premier point que j'aimerais soulever. La deuxième catégorie de documents, ce sont des documents qui sont destinés à prouver tel ou tel fait ou événement qui a un rapport avec les crimes allégués et la responsabilité. Je vais vous donner quelques exemples de cette deuxième catégorie. Par exemple, un témoin du crime qui est interrogé devant cette Chambre et l'une des parties présente un schéma de la structure de commandement à ce témoin. Et là, je suis entièrement d'accord avec M. MacDonald que si il n'y a pas de fondement, il ne serait pas approprié de montrer à ce témoin un schéma de la structure du commandement de l'armée, par exemple. Le deuxième exemple pourrait être, par exemple, des ordres prononcés par un commandant de tel ou tel gouvernement. S'il n'y a pas de lien entre le témoin et le document, il ne serait pas approprié de montrer un tel document au témoin et de lui demander s'il peut confirmer la véracité de son contenu. Le troisième exemple, c'est par exemple une photographie d'un mur qui présente des impacts de balles. Eh bien, un témoin qui se présente ici devant cette Chambre sans aucun fondement, l'une des parties montre une telle photographie, demandant au témoin de confirmer qu'il s'agit d'impact de balles. Je crois que ces trois exemples montrent, Monsieur le Président, que lorsque des documents ont un rapport direct avec le crime allégué ou avec le mode de responsabilité, à mon avis, comme je l'ai dit la première fois que j'ai pris la parole, je crois que cela est couvert par le paragraphe 17 de votre décision, mais d'après le common law, il faut tout d'abord établir le fondement avant de pouvoir présenter un tel document ou pièce au témoin. En ce qui concerne la première catégorie, je suis entièrement d'accord avec Maître Altit que lorsqu'une partie montre au témoin tel ou tel document afin de tester la fiabilité du témoin. Par exemple, on lui montre une carte et on demande au témoin de nous dire par où il est passé. Il ne s'agit pas là de prouver tel ou tel fait. C'est au contraire dans le but de tester la fiabilité du témoin. C'est dans ces cas, me semble-t-il, que la partie devrait bénéficier d'une certaine marge de manœuvre et ne devrait pas être empêché de présenter ce type de document aux témoins. Il est difficile d'exprimer cela sous forme de règles, mais je crois que c'est dans le contexte du paragraphe 17 de votre décision que l'on peut le faire en simplement se rappelant qu'il faut distinguer entre les différents types de documents que l'on présente aux témoins et le but de l'utilisation de ces documents. Si la défense considère que le but de tel ou tel document est de tester la fiabilité, je crois que l'on devrait permettre à la défense de l'utiliser. Et même lorsqu'il n'y a pas de lien direct entre le témoin et le document, alors que la défense a de bonnes raisons d'utiliser ce document avec le témoin afin de tester sa fiabilité, eh bien, je pense que
la défense devrait bénéficier de ce pouvoir discrétionnaire, si je peux utiliser le terme, et que l'on devrait permettre à la défense de l'utiliser. Évidemment, s'il s'agit de prouver tel ou tel événement ou fait, le contexte est différent. Mais je pense en effet que l'accusation, dans ce cas, aura l'occasion d'interjeter une objection